sommes toujours à la Maison des Passages à Lyon pour ce premier forum médias citoyens avec ce matin une deuxième table ronde, un deuxième débat. On a commencé tout à l'heure avec un débat sur médias de pays, médias de quartier, parce que les médias associatifs sont des médias généralement de territoire, qui agissent dans leur territoire, mais c'est aussi des médias qui s'intéressent plus globalement au monde et qui se mettent en réseau. À différents niveaux, à des niveaux régionaux, nationaux, européens, mondiaux. Et on va voir ça avec nos invités ce matin, et puis des invités de médias qui sont complétés aussi par des invités du monde de la solidarité internationale et de la coopération. Et puis on va essayer dans cette heure d'émission d'établir les croisements, parce qu'effectivement il y a des médias d'un côté qui s'intéressent à la solidarité internationale dans leur action de médias, qui ont des échanges avec d'autres médias à l'autre bout du monde, et puis de l'autre côté des acteurs de la solidarité ou de la coopération internationale qui peut-être aussi parfois se posent la question de comment mieux communiquer, de comment disposer d'une communication mieux adaptée à leurs enjeux. Alors voilà, pour en parler, on va commencer dans l'ordre de ce tour de table. À ma droite, Annick Barran représente Soli TV. Soli TV, c'est vous allez nous le dire mieux que moi certainement, mais en tout cas c'est une télévision spécialisée dans la solidarité locale et internationale. À sa droite, Rosemarie Di Nonato représente Resacop. Alors Resacop, c'est un réseau de coopération que vous nous décrirez juste après. Gérard Wormser est directeur de la revue Sens Public et à ce titre participe, voilà, on voit le Sens Public à l'écran, et participe à ce titre à des réseaux ou un réseau en tout cas européen de revues. Gérard Daben est le président de Radio Méga. Radio Méga, donc c'est à Valence, et Radio Méga est connu pour régulièrement développer des actions de solidarité et de coopération internationale. Bernard Salaman, à côté de Gérard Daben, est lui, d'un côté président du CRID et travaille à Ritimo, il nous expliquera ce que c'est, et Patrice Berger représente beaucoup de choses, mais notamment le SNRL, et elle a en lieu et place d'Emmanuel Boutrin, donc qui est président du SNRL et vice-président de la marque, mais qui s'est excusé aujourd'hui et qui sera représenté par Patrice. Peut-être on peut commencer donc le tour de table, Annick Barran, par vous, pour que vous nous décriviez un petit peu. Je crois que vous êtes vraiment le média au cœur, au croisement de ce que peut faire un média associatif et de ce qu'on peut faire en lien justement avec ce monde de la solidarité ou de la coopération internationale. Vous pouvez nous décrire en deux mots Soli TV ? Alors, je vais essayer de faire court. Donc, Soli TV, c'est une association. C'est un média associatif dédié donc à la solidarité internationale et aussi à la solidarité locale. L'objectif, en fait, c'était de médiatiser, les actions de solidarité au sens large, que ce soit la solidarité illustrée par le travail des organisations non gouvernementales et puis aussi les collectivités et les bailleurs. L'idée aussi, c'était de sensibiliser le grand public à la solidarité internationale et donc de vulgariser un petit peu les thématiques liées au développement, à la solidarité, et d'offrir des moyens de communication aux associations pour leur permettre de valoriser leurs actions et d'avoir une approche plutôt positive de ce qui se fait en sortant du misérabilisme qu'on peut trouver parfois dans les médias classiques. Voilà, en gros, c'est un réseau aussi d'associations qui, du coup, peuvent participer dans le cadre d'émissions de type comme ici, ce qu'on fait à Médias Citoyens, c'est-à-dire qu'on filme des interventions, des conférences, où on offre aussi la possibilité au public de participer à travers les réseaux sociaux ou à travers du chat en ligne, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer du lien entre un monde qui est très, très, très ciblé et le grand public. Donc nous, on a cette approche-là, ce défi-là, de rendre accessibles les actions de solidarité internationale au grand public. Rosemarie Di Nonato, Resacop, c'est quoi ? Resacop, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord le réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale. Pour faire court, c'est une sorte de centre de ressources qui a vocation à informer, accompagner l'ensemble des structures
qui en Rhône-Alpes s'intéressent ou sont engagés dans des actions de coopération et de solidarité internationale. Donc on a une gamme très large, à la fois c'est des grandes et des petites associations de solidarité internationale. Ce sont des collectivités locales, des centres sociaux, des maisons des jeunes, à vrai dire un certain nombre aussi de structures dont j'ai entendu parler dans la table ronde juste avant. Et Resacop, son métier de base, c'est de pouvoir améliorer la qualité, vise l'amélioration de la qualité des actions de coopération et de solidarité internationale qui sont menées par les organisations rhône-alpines. Mais de plus en plus, il y a une seconde mission qui est apparue et qui a pris un grand développement depuis une petite dizaine d'années, c'est de contribuer à l'ouverture internationale des habitants de la région Rhône-Alpes. Et là, je pense qu'il y a un travail important qu'on peut faire, notamment avec les médias citoyens. Mais on aura sûrement le temps d'en parler au cours de cette table ronde. Merci. Gérard Wormser, on a eu l'occasion de présenter Sens Public depuis hier. Est-ce que vous pourriez nous préciser l'action de Sens Public, justement, vous nous avez parlé de réseau européen, vous? Oui, Sens Public a pris déjà depuis à peu près 10 ans la mesure du fait qu'à un monde nouveau, à la fois sur le plan politique, avec la réunification européenne depuis les années 90, et avec les changements technologiques en cours, avec la participation de nouveaux États et de nouvelles villes aux réseaux mondiaux depuis aussi une trentaine d'années, nous avions à développer des logistiques de formation, de création et de diffusion des connaissances, d'empowerment, de prise de pouvoir des acteurs sur l'ensemble des circuits de l'information qui répondraient à ce monde nouveau. Alors les circuits européens que nous avons développés sont par exemple le réseau européen de revues qui s'appelle Eurozine, qui est basé à Vienne et qui rassemble à peu près 80 revues de culture européenne. Ça va de la Bulgarie au Portugal, à l'Irlande, à la Finlande, etc. Ce réseau réunit par un congrès tous les ans et mutualise entre les différentes revues des espaces de traduction sur un site numérique basé à Vienne, eurozine.com, et de telle sorte si des articles d'une revue, je ne sais pas, polonaise a été traduite en français ou en anglais sur le site eurozine.com, elle est peut-être un peu plus facile à lire pour des gens qui ne parlent pas le polonais, et donc de la sorte peut être retraduite généralement à partir de la langue d'origine pour telle revue italienne ou française qui voudrait dans ce réseau profiter du travail fait par nos correspondants des différentes revues. Donc Sens Public a été le premier membre de ce réseau à développer une revue électronique. Avant, il y avait seulement le site eurozine.com pour correspondants de revues papier. Et donc on a eu, par exemple, le dernier congrès s'est tenu à Hambourg il y a un mois avec comme thème « Villes portuaires et migration ». Donc moi j'avais fait intervenir Joël Zask pour parler de Marseille, d'autres expériences sont venues parler de Thessalonique, on a bien sûr parlé de Hambourg qui, comme vous le savez, est le principal port d'échange de l'Allemagne, c'est-à-dire que depuis le 19e siècle, toute l'émigration allemande vers les Amériques est passée par Hambourg. Hambourg est donc le prototype d'une ville mondiale qu'on connaît très mal en France, mais qui n'a pas besoin, à la limite du reste de l'Allemagne, pour exister comme ville portuaire d'importance mondiale. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils se voient les concurrents potentiels de São Paulo ou de Shanghai dans les 50 ans qui viennent et considèrent que Berlin, Milan ou Paris sont des vestiges du passé. Ils sont en train d'investir la mondialisation de façon extraordinaire. Je ne raconte pas ça tout de suite. Le prochain congrès aura lieu à Barcelone en septembre prochain sur la question même du débat public et comment organiser le débat public. Donc là, on sera plus vers le sud de l'Europe et on aura à développer nous allons développer un site participatif entre Sens Public et la revue de Barcelone qui va organiser ce prochain congrès. Voilà un exemple, on reviendra dans la discussion sur d'autres types de coopération que nous pouvons développer. Merci. Gérard Daben, Radio Méga est plutôt bien connu dans la région pour développer des... Je ne sais pas si nous sommes bien connus, mais nous avons participé à des projets de coopération internationale, gros projets européens. Un gros projet qui s'appelle toujours Tatapoumé et qui était réalisé avec 7 réseaux de radio européennes
de radio, hein, pas forcément que d'autres, mais il n'y avait pas d'autres médias. Il y avait la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie, la France, l'Irlande et l'Autriche. Et c'était sur l'identité européenne. C'était dans le cadre de l'année de l'interculturalité européenne. Et on a réalisé toute une série d'émissions, une dizaine d'émissions qui d'ailleurs est toujours téléchargeable sur le site tatapoumé.org. Ça s'est terminé avec un colloque à Séville qui avait pour la thématique l'accueil des enfants non nationaux dans les écoles. Et Radio Méga est intervenu par l'intermédiaire de Sonia Collin qui a témoigné de son travail d'institutrice en maternelle accolée à un foyer CADA. Pour ceux qui connaissent les CADA, ça donne des idées et des frissons dans le dos. On a participé aussi à un colloque en Mauritanie juste avant le coup d'État. Mais bon, le colloque s'est bien déroulé. La semaine d'après, ils ont changé de président. Mais il n'empêche que le colloque a porté ses fruits, puisqu'il y a des radios communautaires en Afrique. Et nous sommes allés à Nouakchott avec Fréquence Paris Pluriel, Radio Gazelle à Marseille, TSA 98 et Radio Méga. Plus court dans l'espace, on a participé aussi à un projet européen avec à peu près les mêmes partenaires européens, des réseaux que j'ai cités tout à l'heure, dans un programme qui s'appelle Dynamo Effect, et on a produit 30 émissions relatives au réchauffement climatique. Voilà, et d'autres actions, on a essayé de mener, ça c'est des actions qu'on a menées, essayé de créer une radio à Arlit au Niger, avec l'association Aguirilman, qui nous avait été mis en relation par la CRIRAD, la Commission de recherche indépendante sur l'information sur la radioactivité. Bon, Arlit, je ne sais pas si c'est là où ont été kidnappés les ingénieurs d'Areva. Bon, ça a été un peu compliqué, c'était loin, il y a des problèmes de finances. Bon, ça c'est largement suspens. Et on a un projet qui va probablement voir le jour, car pendant des années, on a eu un animateur Radio Méga qui s'appelle Jean-Michel Kourouma, le frère de l'auteur. Il a fait un retour en Afrique et il est en train de monter une association, une radio associative là-bas. Et on pense qu'on va pouvoir travailler avec lui. Tout à l'heure, je disais qu'on travaille beaucoup dans l'intégration sociale avec Radio Méga. Et on a eu, par l'intermédiaire d'une grosse structure d'insertion à Valence, l'Escale, on a travaillé avec une structure d'insertion allemande qui, elle, travaille sur les réfugiés politiques, les réfugiés qui en demande d'asile. Et on a travaillé ensemble pendant une semaine et c'était très intéressant de savoir comment eux travaillaient. Bon, ce ne sont pas des médias, mais on a travaillé avec ces publics parce que dans Radio Méga travaille avec le Théâtre des Migrateurs, qui est un théâtre trilingue, français, allemand et anglais. Et on a pu échanger, les échanges ont été extrêmement riches. Merci, donc de nombreux projets. Et on est preneur pour toutes les autres actions à venir. À dimension internationale, et c'est bien pour ça que vous êtes bien connu pour ça. Une grande partie de ce travail, on peut retrouver via le site de Médias Citoyens. Ouais, merci. On va avoir l'occasion d'y revenir. On va laisser le temps à Bernard Salamand à côté de se présenter rapidement aussi, avec le CRID et puis Ritimo. Oui, tu m'as annoncé tout à l'heure en disant il va vous raconter ce que c'est, alors je fais court. Je suis président du CRID, qui est un collectif de 53 organisations de solidarité internationale en France, qui ont comme caractéristique de partager des valeurs sur les questions de solidarité, d'appui au développement en partenariat avec des organisations ailleurs sur la planète qui ont la maîtrise des projets qui les concernent, et avec lesquels on construit un mouvement international de solidarité internationale, dont un des outils est le Forum social mondial. Le CRID siège au Conseil international de ce dispositif, l'idée étant de dépasser ce qui nous reste de ce que la colonisation avait fabriqué comme rapport inégalitaire entre le Nord et le Sud, et qui peut parfois se retrouver dans l'activité de solidarité internationale avec une différenciation entre celui qui donne et celui qui reçoit, chose que nos organisations ont dépassé ou tentent de dépasser tous les jours en créant des relations sur une égalité des droits dans la relation, sachant qu'il y a une asymétrie dans les moyens qu'on a pour exister, qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, le CRID, ce collectif, sert à aider à la réflexion, ces 53 organisations-là, sur toutes ces questions-là, l'évolution de la solidarité internationale dans le contexte de mondialisation, mais aussi dans le contexte de crise en Occident.
Il a aussi pour objectif d'aider les militants et les bénévoles et les salariés de ces réseaux, qui sont très nombreux, ce sont des réseaux qui ont une forte base sociale, comme on dit, à faire évoluer leurs pratiques et réfléchir. Ainsi, on a organisé, et c'était à Lyon cet été, l'Université d'été de la Solidarité internationale avec 1000 participants, où on a eu vraiment énormément de richesse de contenu et de mise en danger de certaines des habitudes ou des certitudes. Voilà le rôle de ce collectif-là. Il en a d'autres. Il a aussi un rôle d'intervention auprès des décideurs publics, mais c'est d'abord et avant tout, je dirais, le processus d'incubation et de réflexion sur l'avenir de la solidarité internationale qui est joué par ce CRID. Il pilote la semaine de la solidarité internationale. C'est une des activités qu'il a pour intervenir dans le champ de la notoriété des organisations. Et aussi, il est co-éditeur de la revue Altermonde avec 3 autres organisations. Voilà pour le CRID. Je suis aussi délégué général d'un réseau qui s'appelle Ritimo, qui est un réseau de lieux ouverts au public en France. Il y en a 90. Et ce sont des lieux dont une bonne moitié sont des centres de documentation sur la solidarité internationale. Ce réseau existe depuis plus de 20 ans et il a une pratique dont je parlerai dans un deuxième temps, assez avancée de tout ce qui est mutualisation, partage de l'information, de manière à ce que tous les participants au réseau soient gagnants en termes de volume, de qualité et d'impact auprès des utilisateurs de ces informations. Voilà, je m'en tiens là pour l'instant. Merci Bernard. Et puis Patrice Berger, Patrice Berger, vous pourriez peut-être nous expliquer un peu ce monde des réseaux de radio à travers le monde et puis à partir sans doute de l'Association mondiale des radios communautaires qui s'appelle La Marque. Alors, je partirai du plus petit pour monter vers le plus gros. Chaque radio, on l'a souligné, et c'est le vrai pour les autres médias, eh bien, on est forcément confronté à travers nos programmes, à travers nos bénévoles, mais à travers aussi tous les gens qui vivent dans nos quartiers, dans nos pays. On est confronté à des gens qui sont d'origine de pays un peu partout dans le monde, et puis des gens qui ont voyagé, des gens qui ont des rapports construits avec tel et tel autre pays. Et c'est ça qui fait le terreau, finalement, de la relation qu'on peut avoir au jour le jour avec des gens dans des pays les plus divers. Alors, pour une radio comme Radio Pluriel, dont je fais partie depuis une trentaine d'années, ça a donné des sujets d'émissions de direct et puis d'émissions régulières très très diverses. Je donne simplement 2 exemples. Au moment où Pinochet a cédé le pouvoir au Chili à Patricio Aylwin, retour de la démocratie dans ce pays, on est allé en direct, en coopération avec Chili Flash, qui est devenu l'espace latino-américain, donc un journal qui fait partie de nos journaux de citoyens aussi, très important, tenu par des gens qui sont venus réfugiés au départ du Chili et puis d'autres pays d'Amérique latine, et puis avec tous leurs amis français, et qui est très très actif encore à Lyon. Et on a fait ces directs par téléphone, et ça a été une façon de contribuer à l'événement, et c'était très intéressant. Un autre exemple, au moment où il y a eu cette marche vers Gaza en fin 2010, tout à fait fin décembre 2010, eh bien nous étions en direct aussi plusieurs fois depuis Gaza, et on a même montré des photos de ce drapeau palestinien qui a été posé sur une des pyramides de Gizeh. Je ne sais pas si on était énormément écoutés, parce qu'en fait, on faisait ces directs au moment où la personne de notre équipe qui était là-bas se retrouvait, avait la possibilité de nous téléphoner. Donc, c'était vraiment... Plus tous les animateurs qui étaient là à l'antenne, à ce moment-là, ont pris le direct par téléphone. Ils étaient plus ou moins prévenus, mais enfin, ça s'est bien passé. Donc, c'est des choses qu'on fait régulièrement. On le fait aussi nous avons une émission latino-américaine régulière, et bien on a fait des directs aussi avec l'Équateur sur des sujets importants. Donc, chaque radio, et c'est vrai, beaucoup de radio méga, mais c'est vrai aussi de radio Grésivaudan, dans le Grésivaudan, qui a beaucoup de contacts, notamment avec l'Afrique subsaharienne, avec le Sénégal. Chaque radio a des occasions, je pourrais donner des listes encore bien plus complètes, de faire un travail à travers ces animateurs, à travers les gens qui eux-mêmes, soit par leur origine,
d'origine de pays qui sont dans nos équipes, soit par leur centre d'intérêt et leur militantisme international et le soutien qu'ils organisent. C'est tout naturel de faire ça. D'où l'intérêt de se retrouver dans des réseaux comme la marque. Alors, le deuxième niveau, c'est que sur le plan régional, comme ça, on peut couvrir des événements collectivement avec d'autres médias citoyens qui peuvent être d'autres radios ou bien aussi des vidéos et des journaux, des blogs. Et on l'a fait récemment, et on va faire le lien aussi avec toutes les choses qui ont déjà été dites. Quand il s'agissait de ce rassemblement qui avait été organisé avec Resacop et par la région Rhône-Alpes en 2005 et en 2009, les rassemblements où se retrouvaient beaucoup des partenaires de ces échanges internationaux de solidarité internationale, on a fait chaque fois avec plusieurs radios. Et la dernière fois, en coopération avec Reporters Solidaires aussi, qui est une association qui fait tout un travail coopératif de formation des journalistes, surtout de la presse écrite, mais aussi de la radio en Afrique subsaharienne essentiellement, mais aussi pas seulement. On a organisé la couverture de ces événements-là, beaucoup d'émissions. Je parle trop longtemps. Oui. Voilà. Mais donc il y a ça. Et tout ça se fait. On aura l'occasion d'y revenir sur ce contenu. L'outil que je ne rentre pas dans les détails, mais on a aussi couvert votre université d'été. Et ça, tout ça, ça bénéficie du fait qu'il existe un très grand réseau mondial de radios, des milliers de radios partout dans le monde, qui s'appelle La Marque. C'est les radios communautaires, l'Alliance des radios communautaires, et ça se développe de plus en plus. Alors, au départ, les radios latino-américaines, certaines, il y a eu des morts, il y a eu vraiment, c'était en lutte dans des pays qui étaient des dictatures. Et puis petit à petit, ces radios qui sont lusophones ou hispanophones, se sont développées. On a développé un travail en commun avec cette agence de presse Pulsar qui fait de très belles choses. Ils ont beaucoup couvert les forums mondiaux et on a pu développer des coopérations avec eux. Donc les radios... Donc voilà, en fait la marque, c'est une organisation mondiale et qui se décline finalement dans les différentes régions du monde. Voilà, il y a la marque Europe dans laquelle on est très engagé, les radios du SNRA et aussi de la CNRA, on y va tous, toutes les radios françaises sont équipées. Alors ce qu'il y a, c'est que, je y reviendrai, il y a un travail à faire. Il faut articuler la dimension de chaque radio et la dimension collective. Et ça, on ne sait pas encore assez bien faire et on y reviendra. Mais c'est là-dessus que vous travaillez en tout cas, côté de la marque. On essaye. Alors, moi j'ai envie de donner la parole à Thierry Michel. Alors Thierry Michel, il a une position très compliquée. À la fois, il doit être derrière une caméra, à la fois, il doit répondre à des questions. Mais alors, on ne l'a pas présenté au début, mais il est donc coordinateur de la Fédération des vidéos de pays et de quartiers. Et à ce titre, a commencé il y a quelque temps à essayer de développer un réseau européen de télévision d'un côté, et puis aussi la fédération maintenant s'intègre dans une organisation un petit peu plus large qui s'appelle le CMFE, je crois, que je vais vous laisser dire parce que j'ai un accent anglais déplorable. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche, parce que je sais que vous devez prendre un train très, très rapidement après. Donc on vous écoute. Alors oui, la fédération depuis toujours a créé des liens avec l'international, plus que l'Europe même. Donc on a notamment des liens en Afrique, au Burkina, en Guinée-Bissau, où on est allé rencontrer des télécommunautaires. Et puis en Europe, on a créé des liens depuis une dizaine d'années avec l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, et aussi l'Europe centrale, Slovaquie, Croatie, Serbie, notamment en participant au Festival international des télévisions locales de Košice en Slovaquie. Et puis en invitant nos partenaires européens qu'on rencontrait, on apprenait à se connaître. Progressivement, on a décidé de faire des universités, des rencontres européennes. Donc il y en a eu 4 à ce jour. La dernière, c'était en 2011. Et en tout cas, ce qui est essentiel pour nous dans cette démarche, c'est l'interconnaissance, c'est l'échange de nos pratiques. C'est aussi, petit à petit, on n'y est pas encore, mais développer des actions de coopération. Alors, il y a quand même quelques petites choses qui sont nées de ces rencontres. C'est par exemple, l'année dernière, on est allé au festival de Košice, mais pas seulement pour présenter des films et puis rencontrer nos partenaires, c'était aussi pour proposer une formation en audiovisuel aux habitants
de manière à ce qu'ils n'avaient jamais fait ça à Košice. Il y a une télé locale qui n'est pas du tout dans une démarche participative. Et nous, on leur a proposé cette démarche, donc en formant des habitants en amont du festival, de manière à ce qu'ils réalisent des films pendant le festival, et que ce soit les films des habitants. Voilà, entre autres, des démarches qu'on commence à développer. Et alors, donc, la fédération, depuis 2 ans, est adhérente au CMFE, qui est le Community Forum, Media Forum Europe, donc, qui est un organisme, une ONG, et qui représente les médias, tous médias confondus, radio, télévision, web, etc., au niveau européen. Et c'est très important pour nous, c'est vrai, d'être rattaché à cet organisme, dans le sens où on peut s'appuyer sur eux pour les questions de représentation. Voilà. Et pour nous, c'est très important d'avoir, c'est vrai, ce support-là, de manière à ce qu'on se consacre, nous, à nos projets de coopération. Et on sait qu'on peut faire remonter des informations au CMFE de manière à ce qu'ils défendent et à ce qu'ils représentent nos médias au niveau européen, auprès du Parlement, auprès du Comité des ministres. Il y a déjà des actions qui ont été menées avec des retours positifs, même s'il n'y a pas encore sur le terrain finalement de retour, on va dire, économique, mais il y a déjà une sensibilisation qui est conduite, et c'est très important. Voilà, pour dire vite, les liens qui sont établis aujourd'hui au niveau européen. Alors, je profite encore de votre présence. On parlait de la marque Europe, il y a le CMFE, il y a ce réseau européen des télévisions. Est-ce que ça veut dire que de plus en plus de choses au niveau de nos médias vont se passer maintenant au niveau de l'Europe, plutôt qu'au niveau local, plutôt qu'au niveau du pays? Est-ce que, par exemple, on sait que l'Europe a émis quelques textes pour la reconnaissance des médias participatifs assez récemment? C'est vrai que l'Europe a émis des textes, le Parlement et puis le Comité des ministres ont émis des textes qui sont très très favorables aux médias associatifs en Europe. Ceci dit, ce sont juste des préconisations et qui sont faites aux États. Et donc la question, elle reste quand même au niveau national et puis au niveau local, territorial, c'est-à-dire comment nos élus, comment les décideurs s'emparent de ces propositions et vont les mettre en place avec nous sur le territoire. Donc l'Europe aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout va se passer au niveau européen. C'est un complément et c'est un soutien très important. On peut imaginer peut-être que certains programmes européens prennent en compte réellement les médias associatifs. Aujourd'hui, par exemple, le programme Culture ne prend pas en compte les médias associatifs. Il n'y a pas de case quelque part pour que nous, on puisse se situer et faire des propositions de projets. Donc c'est très très difficile, en tant que média associatif, de répondre à des appels à projets. Donc ça, s'il pouvait y avoir cette évolution-là, déjà, ça serait important. Merci Thierry. Alors moi j'aimerais vous poser la question peut-être à vous, Rosemary Di Donato et Bernard Salaman. En quoi en fait dans vos activités que vous nous avez décrites de coopération, de solidarité internationale, en quoi vous croisez nos médias? On sait l'importance qu'ont les médias communautaires dans le monde. À travers ces questions, on sait que l'UNESCO reconnaît le média communautaire comme l'un des outils de développement, notamment dans les zones en crise, les plus importants. En quoi, dans vos activités, vous êtes amenés à croiser nos médias ou d'autres médias, et en quoi vous auriez éventuellement besoin de nos médias dans cette configuration avec, on vient de le voir par ce tour de table, des médias qui ont envie et qui font de la coopération, des échanges bilatéraux, d'autres qui font des réseaux qui s'organisent mondialement. En quoi nos activités pourraient-elles, selon vous, selon votre point de vue, se croiser? Je vais bien commencer. C'est vrai que sur le terrain, nous, on a un retour d'un certain nombre d'associations, mais aussi de collectivités locales qui pointent effectivement l'importance des radios communautaires. Et notamment dans à la fois l'éducation, la sensibilisation à des services de base, que ce soit une campagne où on va parler d'hygiène auprès des femmes, où on va parler de développement agricole avec des paysans. Et c'est vrai qu'il y a des fois, ça nous interroge nous-mêmes sur finalement la place différente ou l'évolution. Peut-être qu'à une certaine époque, la radio, c'était aussi ça son rôle en France. En tout cas, sur la place de la radio dans ces pays-là, notamment dans les dynamiques de développement. Donc, cette interrogation,
on l'a pas forcément systématiquement. En tout cas, je parle de mon point de vue, qui est celui de Resacop, donc qui n'est pas en prise directe avec le terrain dans les pays du Sud. C'est ce que j'ai essayé de dire, c'était que, bon, déjà, on est un groupement d'intérêt public, notre conseil d'administration, ce sont des collectivités locales dans la région Rhône-Alpes, ce sont des associations petites et grandes, c'est des centres de formation. Et donc, la proximité, ces membres, en fait, essayent de faire avancer des causes communes autour d'une meilleure compréhension de ce qu'est aujourd'hui la coopération et la solidarité internationale. Et en particulier, il y a une idée qui fait son chemin depuis, là aussi, une dizaine d'années et qui est en lien avec ce que j'ai dit sur contribuer à l'ouverture internationale des habitants de Rhône-Alpes. C'est aussi le fait que, bien sûr, il y a beaucoup de nos citoyens, en tout cas, nous, on a répertorié 2000 organisations en Rhône-Alpes qui agissent dans ce champ-là. Et ce n'est pas que des spécialistes. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que on a des associations qu'on appelle souvent ONG, qui sont des professionnels, entre guillemets, de ces questions-là. Mais on a à côté de ça beaucoup de petites associations qui sont ancrées dans les territoires. Et c'est un mot qui, pour moi, aussi, que j'ai beaucoup entendu dans la table ronde précédente et qui a fait écho avec ce qu'on essaye de faire avancer. Donc des petites associations, mais aussi des structures d'éducation populaire, des établissements scolaires qui voient un intérêt au-delà de l'acte de générosité ou de l'envie de bien faire, mais qui voit aussi un intérêt dans cette relation qu'on noue avec l'autre. Et je pense que chacun a aussi besoin de pouvoir partager ça avec une mission locale a besoin de partager ça peut-être avec les jeunes avec qui elle travaille, une MJC avec les populations avec qui elle est en relation, et que cette parole-là, en fait, il la trouve rarement. Et il en est de même pour les associations de solidarité internationale. Et je dirais que souvent, on a envie de faire connaître ce qu'on fait. Donc il y a un côté un peu promotion, donc c'est vrai qu'il y a parfois une petite ambiguïté, mais aussi on a tout simplement envie de parler de ce que ça nous apporte à nous ici en France et ici plus particulièrement en Rhône-Alpes, d'avoir cette relation avec d'autres et à travers cette relation avec d'autres de se redécouvrir soi-même et de recréer ce fameux aussi lien social dont on parlait précédemment. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai questionnement qui d'abord a touché, qui a été en direction des grands médias. Et là, on voit que pour nouer ce dialogue-là, c'est vraiment la galère. C'est-à-dire que déjà, il faut que chacun arrive à comprendre ce que veut l'autre, que veut dire l'autre, qu'on lève justement cette ambiguïté autour de « je veux communiquer sur mes actions », mais ce n'est pas seulement pour vendre mon association, c'est aussi pour parler de la vie des gens là-bas, enfin de mes partenaires du Sud. Donc, il faut lever cette ambiguïté. Mais au-delà de ça, on voit que finalement, il n'y a pas un grand intérêt des grands médias, que c'est difficile de créer ce dialogue-là et qu'on n'a même pas réfléchi à qu'il y avait peut-être tout près de nous. Malgré un certain nombre d'occasions où on a pu travailler ensemble, on n'a peut-être pas assez le réflexe justement de se retourner vers des médias qui sont des médias de proximité, qui connaissent d'ailleurs souvent les acteurs avec lesquels nous on travaille et qui, je pense, avec qui il est plus facile d'avoir ce dialogue-là et notamment de faire... un de nos chevals de bataille, c'est de pouvoir aussi changer la représentation qu'ont un certain nombre de nos concitoyens sur ce que sont les pays du Sud et de ce que sont aussi les gens qui habitent ces pays-là. Annick l'a déjà dit avant moi très bien, on a souvent une image qui est celle d'image de misérabilisme, de pauvreté, des gens qui ont besoin de nous. Alors que en Afrique, en Asie, en Amérique latine, il y a des gens qui sont des gens debout, comme nous, qui sont des acteurs, qui ont envie d'avancer et qu'on a envie aussi de montrer ça parce que nos destins sont croisés. Ça, je crois que tout le monde l'a compris. Et que, on a besoin, nous aussi, en France, de savoir qu'on n'est pas seul à vouloir faire avancer un certain nombre de causes. Donc c'est peut-être une sorte de mea culpa de dire... il est peut-être un nouveau temps de se réinterroger avec cette proximité des médias associatifs
qu'ils soient télévision, radio, presse écrite. Et moi, je découvre avec bonheur cette diversité et je me demande si dans les semaines qui viennent, Bernard Salamon a parlé de la semaine de la solidarité internationale, il se passe plein de choses dans les territoires autour de cette semaine-là, des petites initiatives qui n'intéressent pas qui n'intéressent même pas FR3 local, et donc que peut-être, enfin voilà, il y a des sujets pour travailler ensemble dans les prochaines semaines, sinon dans les prochaines années. FR3 a parfois tort dans ses choix éditoriaux, rassurez-vous. Bernard Salamon, vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, je suis d'accord. Je pense que, hélas, il reste dans les organisations de solidarité internationale, et pas uniquement les grosses, le mythe qu'on n'existe pas si on n'existe pas médiatiquement, et qu'on n'existe pas médiatiquement si on n'existe pas dans les médias dominants. Alors c'est vrai pour certaines, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de notoriété qui doivent être maintenus au niveau de la capacité d'influencer les décideurs, au niveau de la capacité d'intéresser des donateurs et au niveau de la capacité de faire circuler des causes valables dans l'opinion publique. Je parle de la taxe sur les transactions financières, je parle du commerce équitable en tant que tel, etc. Oui, il y a des gros sujets, il y a des moments de l'histoire où il est nécessaire d'accéder aux médias dominants. Donc de ce point de vue-là, je ne vais pas critiquer trop certaines des organisations qui jouent le jeu de la concurrence médiatique, etc. Là où je rejoins néanmoins tout à fait Rosemary, c'est qu'on a sans doute, alors je vais dire ça positivement, entre médias alternatifs et organisations de solidarité internationale qui, quoi qu'on en dise, par rapport au système, sont des forces de contestation du système, ou en tout cas de proposition d'alternative à ce système. Donc, nous sommes chacun d'entre nous en position de faiblesse dans la société. Je pense qu'on peut se donner du pouvoir mutuellement, effectivement, et que là-dessus, on peut s'utiliser. Alors, il ne s'agit pas d'additionner nos faiblesses pour en faire quelque chose de moins faible. Là, j'ai un peu plus de confiance dans ce qu'on pèse réellement dans la société. Mais arriver à mieux le montrer, à le donner à voir, c'est quelque chose qu'on doit faire vraisemblablement ensemble. Et là-dessus, je vais prolonger l'idée qu'avait donnée Rosemary en disant on peut aller, je pense, un peu encore plus loin. D'abord, nos organisations peuvent bientôt adhérer au slogan un peu Occupy indigné qui est « Ne croyez pas le média, soyez-le ». C'est, je pense, une des définitions du média participatif, qui a son intérêt, qui peut se décliner en diverses propositions, y compris des propositions qui ne donnent pas grand-chose. Mais il n'empêche, nos organisations et les personnes qui les composent ou qui les font vivre peuvent tout à fait se retrouver là-dedans. Et ça, c'est valable à l'échelle du monde. C'est là où je voudrais en venir, c'est que lors du dernier Forum social mondial qui s'est tenu à Dakar, il y a eu pour la première fois des ateliers de travail différents sur les questions de l'information. Et il y a eu une assemblée de convergence sur cette question-là qui a donné lieu elle-même à une déclaration. Donc, on a eu une prise de conscience, d'une part, que l'information était consubstantielle des actes de transformation sociale, de transition vers des sociétés justes, durables, de là où on est, mais aussi à l'échelle globale. Et d'autre part, que les acteurs de l'information étaient eux-mêmes des acteurs de transformation sociale. Et c'est là aussi où je voudrais nous amener, c'est que une partie des acteurs de la solidarité internationale sont pourvoyeurs d'informations. Et si j'ai la parole tout à l'heure, je donnerai comment Ritimo fonctionne sur ces questions-là. Mais aussi, une partie des médias, et notamment parmi eux les médias dits citoyens ou alternatifs, sont des acteurs de transformation. Ils doivent aussi se voir comme ça. Ils doivent aussi intégrer les réseaux mondiaux. Ce type de travail à plusieurs est tout à fait bénéfique. Et on avait, lors de cette déclaration, la marque Afrique, on avait des associations de solidarité internationale pur sucre qui s'intéressent aux questions d'information et qui ont croisé leur analyse, leur diagnostic. Et là-dessus, petite parenthèse, c'est vrai que les médias alternatifs sont peu reconnus en Europe, mais il y a des endroits dans le monde où le mot reconnaissance n'a pas le même sens. Là, il s'agit de ne pas subir des pressions mortifères ou voire mortelles pour des personnes. On n'est plus au même niveau. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas continuer la bataille de la reconnaissance des médias alternatifs en Europe. Mais il y a d'autres endroits où c'est l'existence même, leur droit à exister qui est mis en cause, ce que traduit cette déclaration. Mais il y a aussi la marchandisation et l'uniformisation de l'information qui est mise en cause dans cette déclaration. Et c'est ce réseau
d'acteurs alternatifs de l'information, voilà, qu'ils se disent médias ou pas, qu'ils en soient de manière consciente ou inconsciente, qui essayent de créer du réseau à l'échelle internationale. Je pense que c'est l'avenir et peut-être bien une condition de la transformation vers des sociétés satisfaisantes ou des systèmes sur lesquels on aura gardé à la fois l'emprise des citoyens sur leur propre avenir, c'est-à-dire qu'on aura des démocraties vivantes, mais à la fois on aura une vision et une gestion de la globalité avec tous les dangers que la mondialisation fait peser sur l'avenir de l'humanité. Bon, c'est assez général ce que j'ai dit, je voudrais vraiment témoigner de ce que fait Ritimo, mais voilà, je pense on va se croiser, et pour se croiser, il faut même carrément décloisonner et voir qu'est-ce qu'on a finalement de vraiment commun. C'est pour ça aussi qu'on a déjà commencé à travailler un peu en commun avec Soli TV et Médias Citoyens, notamment cet été lors de l'université d'été du CRID. Et je pense qu'on prendra aussi la balle au bon dans la proposition de Rosemarie Di Donato sur les temps qui viennent. Gérard Wormser, vous vouliez réagir ? Oui, nous suivons cette table ronde. Non, ce que je voudrais dire, et c'est vraiment effectivement un contrepoint, c'est que dans nos expériences internationales, nous considérons aujourd'hui que beaucoup de lieux qu'on appelle émergents sur la planète ont aujourd'hui des structures permettant assez facilement à des collectifs de s'organiser sans avoir du tout besoin de nous attendre. C'est plutôt nous qui sommes parfois un peu à la traîne. Je prendrai simplement 2 exemples. Nous avons découvert il y a quelques années une revue qui avait un nom voisin d'une autre, Razón Pública, à Bogota, et cette revue, formée d'abord par des juristes et des sociologues, a anticipé de plusieurs années le retour de la Colombie dans un état de droit qui est en train de se produire, avec évidemment des allers et retours, mais enfin, globalement, la tendance est donnée, et cette revue a été formée localement, notamment par des gens qui avaient eu la chance d'obtenir d'avoir des contacts aux Nations Unies et qui ont pu faire démarrer leur revue sur un modèle un petit peu voisin d'une autre. Nous avions eu la chance de remporter un projet européen et ça nous a aidés pendant 2 ou 3 ans. Eux, ils ont fonctionné avec un projet des Nations Unies qui les a aidés au démarrage. Et c'est donc une collaboration que nous avons développée. De la même façon, j'ai récemment appris que dans la carrière des universitaires brésiliens, s'ils n'avaient pas réussi à établir des partenariats leur valant des missions à l'étranger, en gros, ils n'avaient aucune chance de développer leur carrière. En gros, l'indexation d'un chercheur brésilien ou d'un universitaire brésilien est faite sur sa capacité de connexion avec l'étranger. Ce serait une totale absurdité dans le système universitaire français, où au contraire, plus vous bougez et d'une certaine façon, plus vous mettez en danger ce que vous avez déjà pu obtenir comme gratification à l'intérieur du système national. Donc, je voudrais aussi brièvement que possible insister sur 2 ou 3 points. Premièrement, toutes ces questions de médias ne peuvent pas aujourd'hui se concevoir autrement que dans une logique de traduction et de multilinguisme. Je crois que ça, c'est très important. Et nous n'avons pas la possibilité d'attendre que l'Europe, que les villes, que les territoires s'occupent de nous. C'est à nous, nous-mêmes, de trouver les moyens de notre existence, de créer les réseaux de coopération et de solidarité qui permettent, par exemple, à des traducteurs de travailler ensemble et en accord avec les auteurs, quelles que soient les langues que nous pratiquons. Donc, premier élément, si nous avons besoin de nous structurer, c'est autour de la pluralité des langues qui, par elle-même, vaut une capacité à coopérer. Deuxième élément, c'est la question de l'expérimentation. Je ne crois pas du tout, j'en parlais tout à l'heure, je ne crois pas du tout au modèle, je ne crois pas du tout aux transpositions. Je ne crois qu'à l'expérimentation et aux réalisations. Donc l'important, c'est d'y aller. Tout à l'heure, on nous parlait de Kosice, cette petite ville de l'Est slovaque qui a été hongroise pendant la guerre, où il y a eu des massacres qui est une ville de mémoire de massacre de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des mélanges de populations pendant des siècles, et aujourd'hui c'est une ville qui reprend le cours de son histoire, une ville qui était une grande ville d'échange au XVIIe siècle et qui a connu donc beaucoup d'éléments. Bon, on a organisé un colloque sur les questions de tolérance à Prešov, qui est la ville universitaire à 30 km de Kosice. Donc je ne crois vraiment qu'aux expérimentations, aux réalisations. Et de ce point de vue, des pays sont en avance sur nous. Je prends par exemple au Mexique où j'étais dernièrement, j'ai appris qu'une organisation en réseau a obtenu
de l'État mexicain la possibilité de délivrer des diplômes. Donc aujourd'hui, une université mexicaine privée par correspondance permet de délivrer jusqu'à des doctorats mexicains. Donc demain matin, qu'est-ce qui nous empêche de former des journalistes, qu'est-ce qui nous empêche de former des intellectuels, de les faire diplômer par une université mexicaine en ligne avec lesquelles Sens Public va sans doute établir un partenariat. Et on ne va pas attendre que le Conseil national des universités en France prenne des dispositifs pour favoriser les formations à distance. Je ne parle pas du Québec, il est bien connu qu'au Québec, la francophonie est bien plus vivante que chez nous. Bon, troisième dimension, celle des réseaux et de l'expertise. Alors sur ce point, c'est là où on voudrait parler de l'Europe et attendre que des programmes européens prennent en compte nos demandes et nos besoins. Mais là encore, on ne va pas attendre. Nous avons créé un séminaire à Paris qui va maintenant être en vidéo simultanée avec le Québec. Ça se fait par échange de services. Il n'y a pas eu un centime d'argent public mis là-dedans. Et si les choses vont fonctionner, ce sera peut-être parce que l'Université de Montréal, considérant que c'est une nouveauté pour elle, va nous aider, alors que le séminaire existe depuis 4 ans. Mais ce sera la première fois qu'après 4 ans, on trouvera le moyen de faire fonctionner ce séminaire avec un peu de cash. Le reste, ça s'est fait avec des tickets de métro et des réunions dans des restaurants avant ou après les séminaires. De même, et je conclus ici, l'important, et c'est peut-être ça qui pourrait justifier une demande de soutien pour certaines de nos organisations à des fonds publics français, c'est pas du tout sur nos missions principales, on n'en a pas du tout besoin et on les fait mieux sans se tracasser avec des demandes qui n'aboutissent pas. Par contre, le retour sur le territoire national est très important et là, ça pourrait justifier des choses. Parce que nous avons la capacité aujourd'hui de ce retour d'expérience internationale pour mobiliser les collectivités afin de les aider à se moderniser. Moi, il se trouve que je suis assez demandé aujourd'hui par des collectivités territoriales qui me demandent de participer à des séminaires de formation sur comment vivre avec le numérique, comment internationaliser nos réflexions, etc. Donc c'est à ce titre, c'est plutôt au titre du retour de nos expériences après plusieurs années de travail dans un milieu international qu'on peut justifier qu'effectivement nous puissions apporter notre expertise à nos concitoyens et à ce titre justifier effectivement d'une aide publique. Mais sinon, je ne crois pas du tout que nous soyons dans notre cœur de métier liés véritablement aux pesanteurs de nos administrations pour nous accompagner sur des projets pour lesquels nous ne leur avons rien demandé au départ. Merci. Alors j'aimerais demander à Annick et puis à Gérard Daben aussi peut-être de rebondir sur ce que vous disiez juste avant. On ne va pas attendre, il faut expérimenter. Est-ce que, Gérard Daben, est-ce que c'est pour ça qu'une radio comme Radio Méga a envie de faire des projets d'échange, de coopération? Annick, est-ce que c'est pour ça que une chaîne comme Soli TV se monte pour réagir à un besoin? Alors peut-être on va pas être galant, Gérard, vous avez le micro devant vous. Mais moi je suis un homme très galant, donc... Non, pour rebondir par rapport aux besoins, il y a un réel besoin. Après, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi de ce qui est réalisable, en fait. Maintenant, avec le numérique, on peut faire quand même des choses assez fabuleuses. On peut créer des émissions, les diffuser sur le web, donc accessibles au niveau international. On peut créer une émission de télévision et le diffuser en direct sur le web et faire participer du public extérieur à présent. Pardon. Et autre chose, on parle de financement de la Commission européenne et tout ça. Je pense qu'il faut aussi un petit peu arrêter de taper sur le dos des bailleurs parce qu'il y a du financement, il y a des lignes de communication qui existent. Néanmoins, certaines organisations l'utilisent à bon escient et créent justement du contenu pour le rendre accessible soit au public cible bénéficiaire, soit à un plus large public. Certaines organisations utilisent ce financement, d'autres l'utilisent plus pour parfois faire de la publicité comme des produits dérivés, en fait, des t-shirts, des tasses à café, etc. Et ça, il y a un besoin, mais après, je pense qu'il y a une méconnaissance de certains mécanismes qui existent déjà, sur lesquels il faudrait s'appuyer pour réaliser du contenu, et puis aussi, l'adaptation, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer pour communiquer n'importe quoi aussi. Donc, il y a une cible, et il faut aussi traiter l'information en connaissance du public, mais aussi connaissance des projets européens qui sont financés. C'est-à-dire qu'il y a de beaux projets européens qui sont faits. Je pense à un projet de Resacop, des Alpes au Sahel, qui est un beau projet sur lequel, du coup, il y a eu des connexions qui ont été faites entre différentes régions, avec des connexions avec les pays du Sud. Ces projets, il en existe beaucoup. Le nombre de coopérations internationales
existantes et qui durent depuis un moment, qui sont stables, qui sont fiables, méritent une véritable visibilité. Et il faut leur donner les moyens. Et je pense que les médias, comme les médias citoyens ici régionaux, peuvent intervenir à ce niveau-là pour médiatiser ce qui se fait et pour informer le public, le grand public, de ce qui existe. Alors après, il y a peut-être une peur aussi de certains financeurs et de certains politiques vis-à-vis de la réaction peut-être du grand public, mais il faut quand même, je pense, médiatiser ce qui se fait au niveau international. Il y a de belles coopérations qui fonctionnent, parce qu'il faut arrêter un petit peu de taper sur tout le monde. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur les choses qui fonctionnent, plutôt qu'à chaque fois de critiquer les choses qui ne fonctionnent pas et de dire, bon bah voilà, l'argent public, il est gaspillé, ça ne fonctionne pas. Et voilà, bon, t'es le monopoliste. Oui. Bon, moi, je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. On s'aperçoit qu'en fin de compte, notre herbe est un peu moins verte que celle du voisin, ou c'est peut-être une question de vision. Alors, moi, je peux témoigner d'une expérience. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a monté un colloque avec Coralie à Nouakchott. Il y avait à peu près, je ne sais pas, 90 ou 100. Coralie, c'est l'association pour la coopération des radios libres. Où Radio Méga est partenaire, où je suis administrateur. Et il y avait entre 95 et 100 radios africaines. Et ne serait-ce que le fait d'aller rencontrer ces personnes, alors tout de suite, on se nettoie les lunettes tout de suite quand on discute avec eux, quoi, parce qu'on a l'impression d'y aller avec des connaissances, on est sur le même pied d'égalité. Et de voir comment ils font, d'échanger, de donner des idées et tout, c'est absolument extraordinaire. Hein. Ne serait-ce que ça, de se parler, on a déjà fait 95% du voyage pratiquement. Après, on s'échange et on s'échange les adresses et compagnie, puis on a des affinités ou pas, et puis on a des liens. Par contre, ce qu'on avait remarqué dans ce colloque, c'est que il faut faire le grand souci des deux co-organisateurs qui étaient le président du GERDES, Maroufa Dibiara, et là-bas l'association qui était en Mauritanie, et le président de FASA, Boubou Silla, que beaucoup de monde connaît ici, c'était de dire on va ouvrir les ondes. Alors, ils n'avaient pas forcément, ils n'étaient pas inquiets sur le financement et tout ça. C'est quel groupe va prendre le pouvoir dans ces radios communautaires. C'était leur souci absolument principal. Et ils nous ont, à plusieurs reprises, ils nous ont parlé de Mille Collines, quoi. De se dire, qu'est-ce qu'on fait de cet outil ? On peut dans quelle main elle risque de tomber ? Comment ? On peut rappeler peut-être Mille Collines. Mille Collines, c'est la radio rwandaise qui a appelé au génocide. C'était étonnant, quoi. Ils nous renvoyaient à chaque fois ça, dire il faut qu'on fasse attention. Les radios libres, c'était en Mauritanie. Et les autres leur disaient, attends, il faut gérer. C'est la démocratie de ces structures. Comment on se met en relation, en partenariat avec. Il faut savoir, il faut faire attention à ce qu'on fait. Pardon, Gérard, du coup, ça veut dire, en fait, à la fois, effectivement, on a l'UNESCO qui nous dit la radio communautaire, le média communautaire est un instrument essentiel pour le développement des zones les plus défavorisées. Et par contre, en même temps, c'est un instrument de pouvoir fabuleux. Fabuleux. Ça dépend qui prend le pouvoir dedans, quoi. Et ils étaient très soucieux de ça, les deux présidents, quoi. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est très intéressant, mais après il faut les écouter, quoi. Alors par contre, on a rencontré, moi je sais pas, j'ai rencontré des radios chrétiennes, des radios qui avaient un fonctionnement complètement, je veux dire œcuménique, quoi, entre guillemets, où ils faisaient un vrai boulot sur l'éducation sanitaire, l'éducation, l'annonce du cours des céréales, de leur culture, la gestion de l'eau et tout. C'est un fabuleux outil, mais ça peut être aussi à double tranchant. C'était leur souci, c'était eux qui nous disaient. On sait qu'en général, lors d'un coup d'État, la première chose qui est investie, c'est la télé et la radio dans la capitale. Alors Patrice Berger, voilà, peut-être parler un petit peu en lieu et place d'Emmanuel Boutrin, qui était invité ce matin, qui aurait pu notamment nous parler de l'action de la marque en Haïti, par exemple. Est-ce que les réseaux de médias mondiaux, internationaux, sont en mesure de répondre à ces enjeux, à ces besoins ? Pas assez, encore jamais assez. Il y a à la fois les questions de la ressource.
Qu'est-ce qui fait que dans des pays encore trop nombreux, il n'y a pas possibilité d'avoir simplement pour les radios des fréquences. Actuellement, il y a un travail qui a été fait, qui est en train d'être fait par la Marque internationale en Tunisie pour essayer de trouver une législation qui soit adaptée à la liberté d'expression sur le plan. Et puis en même temps, il y a tout un travail d'organisation à l'intérieur même du pays, de capacité d'organiser des radios et de faire le travail, donc formation et toute une série de tâches. Donc partiellement, la Marque est présente là-dedans et puis il y a des financements à trouver. Alors je sais que les Suisses qui ont contribué partiellement à financer. Donc là, il y a un travail qui est à faire, mais qu'on trouve aussi dans d'autres pays. Il y a eu le dernier congrès international de la Marque internationale, s'est fait à Buenos Aires, et ça s'est fait en présence d'un certain nombre d'élus de la région. Et notamment, le Paraguay est venu, représenté par un ministre, et avec l'idée qu'il fallait adapter la législation sur les radios dans ce pays aux évolutions qu'on voyait, notamment en Europe et notamment en France. Donc il y a besoin aussi, à travers le travail de nos organisations sur le plan international, à la fois de travailler sur la ressource et puis de travailler sur aussi les échanges de contenu. Et il y a tout un travail qui est à développer et qui a commencé, mais qui est encore à renforcer beaucoup, dans le cadre de l'UNESCO, par exemple. Il y a depuis peu de temps, reconnu par l'Organisation des Nations Unies, une journée de la radio qui existe, et ça peut être un moment d'échange, de travail en commun. Alors, ça reste quand même un gros effort, parce que on s'aperçoit qu'il y a des choses très importantes qui se font radio par radio. Il y a des choses qui arrivent à se monter du côté de la Marque Afrique, du côté de la Marque Amérique latine, Caraïbes. Mais on n'est pas encore capable, au niveau de la Marque Europe, par exemple, de faire un travail d'échange de programmes suffisamment développé, et puis qui arrive à cette question finalement qui est essentielle, qui est la question des langues. Parce que qu'on le veuille ou non, en dehors de l'espace francophone, nous les radios françaises, on n'est pas quand même très très fort pour aller discuter avec les radios en anglais ou en espagnol des autres pays. Alors il y a des choses qui se font, ça avance. Il y a des progressions importantes. On a commencé à mettre en place tout un réseau, par exemple, de radios rurales au niveau européen. Ça vient. Il y a eu une belle réunion à Bordeaux l'année dernière. Mais c'est encore fragile. Mais dans l'échange, on s'aperçoit en effet, comme le disait Daven, qu'on retrouve des astuces, des manières de faire, finalement, ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que chacun dit, voilà, il y a ça, et puis on se donne des idées, on a envie de travailler. On n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on veut après les rencontres. Donc voilà, alors il y a de la potentialité sur les contenus, mais il y a encore beaucoup trop de travail. Encore beaucoup de travail, oui. Alors Gérard Wormser, on va commencer par vous. Il nous reste 4 petites minutes dans cette émission. Donc je vous propose chacun en 30 secondes de faire une petite conclusion, si vous voulez bien. Je voulais d'abord continuer sur ce que disait Patrice. Je crois que même dans l'espace francophone, il faut nous adapter aux langues vernaculaires. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller à Haïti faire des programmes en français. Ça n'a de sens à une fonction éducative que s'ils sont faits en créole. Et pourtant, je ne suis pas sûr qu'entre Martinique, Guadeloupe et Haïti, il y ait la moindre correspondance en termes de radio, par exemple. Et les besoins des Et pourtant, on a des très bonnes radios en Martinique, notamment. Dans beaucoup de domaines, la principale fonction des radios pourrait être, et de la même façon pour des médias numériques, dès lors qu'on a accès à des postes de consultation, la principale fonction serait une fonction éducative. Et dans beaucoup de cas, nous nous complaisons nous-mêmes autant que les autres, à des diffusions de contenus qui sont lisibles par une toute petite partie de la population la mieux formée. Alors que ce sont les besoins de base qui ont besoin d'être couverts, qui sont des besoins éducatifs pour une génération qui va rentrer de plein pied dans la mondialisation, mais à qui nous n'avons certainement pas de leçons à donner, sinon celle de se mettre à l'écoute de leurs besoins, de travailler avec eux et, si possible, de créer des postes de travail, des emplois, des qualifications qui doivent être autant que possible offertes à ceux de nos correspondants à l'étranger avec lesquels nous travaillons. Et c'est
encore évidemment le plus difficile à faire dans l'espace français. Merci beaucoup Gérard. Rosemary? En 30 secondes, moi je dirais simplement rendez-vous pour la semaine de la solidarité internationale. Donc voilà, on va essayer de mettre en place une relation un petit peu plus suivie. Et puis aussi, d'ici quelques mois, nous allons débuter un projet qui s'appelle Communiquer en réseau pour le développement, avec des collègues de Catalogne et de Piémont. Et je pense que voilà, les médias associatifs ont sûrement toute leur place dans leur projet. Donc rendez-vous à très bientôt. Un rendez-vous est pris. Annick, vous serez au rendez-vous? Ah bah, je compte bien. Je profite de l'occasion pour garder ça en mémoire. Gérard et Bernard, peut-être un petit mot, il nous reste 30 secondes. Simplement, je pourrais dire, reprendre l'intitulé de la campagne sur le dialogue interculturel européen, Tatapoume, ce qui veut dire en grec, il va falloir qu'on se parle. Eh ben moi, je pense qu'il va falloir qu'on s'écoute. Donc, ce sera mon mot de conclusion. Je dis ça parce que je pense qu'il y a énormément de travail à faire, effectivement, sur le droit de parler, le droit à la communication. Vous y travaillez tous. Mais il y a aussi le sortir de la confidentialité, cette parole-là, faire en sorte qu'elle soit entendue. Et là-dessus, on a besoin de faire converger nos actions. Donc, vous allez voir sur le site de Ritimo, ritimo.org, vous y verrez des documentalistes qui ont syndiqué des documents, c'est-à-dire qu'un seul a travaillé dessus de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Il y a un réseau de 120 traducteurs bénévoles, parce qu'il faut du plurilinguisme, effectivement. Et il y a de l'expertise qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que les Indiens viennent expliquer leur vision de la mondialisation et pas uniquement comment, au Nord, on les a aidés. Merci beaucoup Bernard, merci à tous. On est tous très frustrés, j'en suis désolé, on pourrait en parler encore pendant des heures. Mais en tout cas, merci infiniment et à bientôt.